avec Sébastien Chenu parce que la France a peur. Pascal Praud et vous sur Europe 1. Bon, le gouvernement de Michel Barnier vit peut-être ses dernières heures, ou sûrement ses dernières heures. D'abord, monsieur Chenu, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est absolument impossible. La seule surprise qui pourrait venir, ce serait que Michel Barnier accepte de revenir sur la désindexation des retraites. Il a le droit au dernier moment. On m'a dit que lorsque la motion de censure est proposée, le vote est mis en place. Le vote est mis en place, mais Michel Barnier... Je sais pas, pourrait dire qu'il revient sur ça. C'est-à-dire que si simplement il dit, parce que c'est là que je crois, il y a quelque chose qui est absolument invraisemblable. Si vraiment la France est en danger, monsieur Barnier devrait dire, bah oui, la désindexation, c'est 3 milliards, je crois, c'est pas très grave, ça serait cohérent. Bon, mais s'il dit ça aujourd'hui, vous ne votez pas la censure. Non, écoutez, je pense qu'il faut être cohérent, justement. Je pense que nous, on est parti pour voter la censure. Michel Barnier va pas faire un tour de magicien comme ça. Vous avez commencé en disant si, donc j'ai l'impression que vous revenez sur ce que vous venez de dire. De façon sérieuse, c'est-à-dire que là, on raisonne à haute voix et on est à quelques heures... Vous êtes à l'antenne quand même, vous raisonnez à haute voix, c'est ce que vous avez commencé à dire, s'il revient là-dessus. De façon cohérente et organisée, en expliquant quel plan de financement il aurait... Bref, en imaginant un autre budget. Il va pas faire ça en 2 heures. C'est-à-dire que Michel Barnier... donc ça ne suffirait pas, la désindexation. Non, parce que c'est pas... Vous savez, une mesure, c'est pas... On fait pas du bricolage. C'est une cohérence d'ensemble qu'il faut avoir sur un budget. Or, le budget, le problème fondamental, c'est que ce budget, il augmente les impôts des Français, il baisse les retraites. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble, c'est une philosophie, un budget. Il faudrait que Michel Barnier revoie totalement sa copie et pas uniquement un bricolage. Bon, ce qu'on vous reproche, et on va l'entendre dans la bouche de monsieur Retailleau, ce que j'entends en ce moment et qui est l'argument le plus fort, c'est la mélenchonisation du Rassemblement national. Et on vous reproche de mêler votre voix à la France insoumise, qui en plus vous insulte dans la motion de censure. C'est ça le reproche numéro 1. Bon, j'observe quand même que les mêmes qui ont mêlé leur voix à la France insoumise au mois de juin pour faire barrage au Rassemblement national sont les mêmes qui ce matin reprochent au RN de mêler sa voix à LFI. C'est quand même de la politique politicienne, tout ça. C'est la politique. Regardez, je vous donne un exemple. Au moment de l'affaire Benalla, la droite classique LR a mêlé ses voix à l'époque aux députés LFI, communistes, socialistes, pour censurer le gouvernement à l'époque. Ils l'ont fait. Ils ont voté ensemble une motion de censure. Ils ont mêlé leurs voix. Parce que la motion de censure, c'est un outil que nous donne la Constitution. Ça signifie pas une alliance. Il n'y a pas d'alliance avec le NFP, il n'y a pas d'alliance avec la LFI. Tout le monde le sait de bonne foi. Bon, écoutez, oui, mais visiblement dans votre électorat, il y a... Oui, parce qu'on cherche à faire peur. Certains cherchent à faire peur aux électeurs. Il n'y a pas d'alliance avec la gauche. Oui, mais convenez que tout le monde ne pense pas forcément comme vous. Moi, je sais que moi-même, j'ai du mal à penser ça souvent. Mais il y a des gens qui, sincèrement, n'ont pas envie de voir le RN voter avec la LFI. Ça existe sans doute. Donc, écoutons monsieur Retailleau. C'est le chaos, c'est le danger, mais cette curieuse alliance de la carpe et de lapin, je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, aux questions d'actualité, entre les insoumis, l'extrême gauche et le Rassemblement national. C'est finalement une mélenchonisation du Rassemblement national. Et le Rassemblement national, écoutez-moi bien, c'est terrible, parce qu'il y a 2 motions de censure. Il y a la motion de censure du Rassemblement national et la motion de censure de LFI et de la gauche. Eh bien, c'est le Rassemblement national qui va voter la motion de censure de LFI. Ça veut dire qu'ils apportent du crédit, une victoire à monsieur Mélenchon. Oui, c'est la mélenchonisation de madame Marine Le Pen. Bon, la mélenchonisation, mais... ça peut s'entendre. Je suis persuadé que vous-même, vous avez entendu des électeurs du RN qui vous ont dit « Écoutez, franchement, ne votez pas avec LFI ». Non, mais que M. Retailleau relaie ça est assez indigne, sincèrement. Il sait très bien que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Et il sait très bien que notre Constitution nous donne un outil. La motion de censure. Cet outil, il est utilisé lorsqu'on veut censurer un budget, faire tomber un budget. On n'est pas d'accord avec ce budget. On a expliqué pourquoi. Ça résout pas les déficits, ça résout pas la dette, ça augmente les impôts, ça baisse les retraites. On ne veut pas de ce budget. On a un outil. Ne votent que les gens qui sont en faveur de la censure. Donc, des députés de tous les bancs peuvent voter, se saisir de cet outil. Ça ne veut pas dire le lendemain qu'il y a une alliance, ça ne veut pas dire que les gens qui votent la censure ont envie de faire des choses ensemble. Ils sont d'accord pour censurer ce budget. Et ça peut venir de tous les bancs. Et d'ailleurs, il y a des gens sur les bancs socialistes qui ne vont pas voter la censure. Donc, vous voyez, ça marche dans les 2 sens. Mais, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Je crois qu'il y en a 7 ou 8, visiblement. Mais, mais par exemple, François Hollande, il va mêler sa voix avec les... Mais parce qu'il
veut censurer le budget. Mais on lui reproche pas lui, mais manifestement. On peut être d'accord sur un constat. C'est un mauvais budget. On peut être d'accord sur un constat avec des raisons différentes. Nous, on considère que ce budget, il est mauvais parce qu'il fait la poche des Français. Les gens de gauche peuvent considérer que c'est un mauvais budget pour d'autres raisons. Mais on peut être d'accord sur un constat. Mais on ne sera pas d'accord sur les solutions puisque on n'a pas du tout envie de gouverner avec le NFP. Mieux, on censurerait tout Premier ministre issu des rangs de la gauche. Bon, on marque une pause, il est 11h12, vous allez pouvoir interroger Sébastien Chenu. Il y a 2 motions de censure, la première est à 16h je crois, la deuxième est à 10h. Et à quelle heure on aura le résultat ? Assez tard parce que la séance de mémoire ouvre à 16h de mémoire et donc vous avez les discussions, les orateurs et puis ensuite le vote après tout ça. Donc on va pas voter à mon avis avant 19h, 19h30. Et on aura le résultat à quelle heure ? Vers 20h. Bon, ce sera pour l'heure des pros sur CNews. On a écouté évidemment une première fois Bruno Retailleau. C'est vrai qu'on peut écouter également Jordan Bardella. Il était tout à l'heure sur France Inter. Il est de mon devoir, dit-il, de rejeter ce budget. Nous avons été constructifs et nous avons été constructifs jusqu'au bout. Mais il y a eu une élection, il y a eu une nouvelle donne politique. Et quand le Premier ministre nous présente un budget qui est un budget de récession, qui est un budget de punition, qui va pénaliser la croissance, qui va pénaliser le pouvoir d'achat de nos compatriotes les plus précaires, les plus modestes, et qui n'engage aucune réforme structurelle dans le fonctionnement de l'État, alors il est de mon devoir que de rejeter ce budget. Alors c'est évidemment très difficile de trouver les solutions alternatives, mais si vous étiez demain au pouvoir pour économiser de l'argent, sachant que vous-même sur la retraite, vous n'avez pas souhaité qu'il y ait une réforme des retraites, ce qui permet de gagner un petit peu d'argent, si on demandait aux gens de travailler un petit peu plus, de tailler, si j'ose dire, dans les dépenses publiques. Sur les retraites, on n'y touche pas, mais sur le social, est-ce que vous taillez dans les dépenses médicales, dans certaines dépenses, est-ce que tout ça est chiffré ? Non, mais bien entendu, on a déjà expliqué, par exemple, nous, qu'on était favorable à la préférence nationale dans un certain nombre de prestations sociales, Donc là, vous faites des économies incroyables. La lutte contre la fraude, on nous dit matin, midi et soir, il y a des milliards d'euros à aller récupérer. Ce n'est pas mis en œuvre. Les agences d'État, des milliards d'euros qui sont déversés sur des agences dont... Mais on a chiffré ça, parce que... Oui, tout ça est très chiffré. D'ailleurs, c'est des agences administratives indépendantes, qui posent problème. Parce qu'effectivement, elles n'ont aucune légitimité, elles ne sont pas élues et elles prennent des décisions très fortes. Et on le voit par exemple avec l'Arcom en ce moment. Mais ça, est-ce que vous savez combien ça coûte ? Je vous donne l'exemple. C'est pas une agence d'État par exemple, mais le Conseil économique et social, c'est 435 millions d'euros à l'année. Alors c'est un parmi des centaines d'agences. 435 millions d'euros à l'année. Pourquoi ? Pour des gens non élus, qui rendent un avis dont personne ne tient compte, qui n'intéresse personne et dans lequel on casse des copains qui sont rémunérés. Grosso modo, c'est ce que je pense du Conseil économique, social et environnemental. 435 millions d'euros. Vous multipliez ça par X nombre d'agences d'État dans lequel vous retrouvez des fonctionnaires planqués, très bien rémunérés, des agences qui ne servent plus à rien, des agences qui doublonnent, des agences qui pourraient fusionner. Il ne s'agit pas de tout enlever, tout raser, dire que plus rien n'a d'intérêt. Non, mais il y a des doublons dans cette administration, mais tout ça coûte très très cher. Ça, je pense qu'on ne s'y attaque pas, en tous les cas, le gouvernement ne s'y attaque pas, parce que ça dérange les copains. C'est ce qu'on appelle le système. Ils ont tellement casé leurs amis dans tout ça, qu'évidemment, s'attaquer à ces fromages qui coûtent très cher aux Français, c'est gêner leurs copains. Parmi les questions qu'on va vous poser, il y a votre électorat, bien sûr, qui peut vous suivre ou pas, et déjà, il y a peut-être quelques dissensions, mais j'entends beaucoup que la bourgeoisie de droite qui traditionnellement hésite à voter Marine Le Pen, qui préfère le calme au chaos, sera effrayée par cette censure votée par Madame Le Pen, précisément parce qu'elle peut mettre en danger les finances publiques et pourquoi pas même la France. Est-ce que cet argument est recevable ? Alors, deux choses, je l'entends. D'abord, la facture. Aujourd'hui, les 1000 milliards d'euros de dette, notre budget, etc., c'est pas le Rassemblement national qui est responsable. L'état du pays, le mal qui a été fait à notre pays par tous ces gouvernements successifs depuis des années, c'est pas le Rassemblement national. Donc, la situation d'aujourd'hui, nous en héritons. Mais cette bourgeoisie de droite, bien sûr, j'entends, ces électeurs-là, ces Français-là, sont souvent dans l'angoisse de voir arriver un Premier ministre du nouveau Front populaire. Or, nous les rassurons immédiatement en leur disant, nous censurerons immédiatement
un Premier ministre, nouveau Front populaire. Et d'ailleurs, on peut donner un exemple de ce que nous avons fait. Nous avons été les seuls, Pascal Praud, à nous opposer pendant le budget, l'examen du budget, aux dingueries de taxes du NFP, car les macronistes et les LR sont pas venus pendant le budget. Laurent Wauquiez, il a siégé pendant 6% du temps. Donc qui est-ce qui s'opposait, qui était là, nombreux, matin, midi et soir, pour s'opposer aux dingueries de taxes du nouveau Front populaire? C'était le Rassemblement national. Serge va vous interroger, et Serge a 62 ans, manifestement il habite Pau et c'est un électeur du Rassemblement national. Est-ce qu'il souscrit? Bonjour Serge. Oui, bonjour Pascal Praud, bonjour Monsieur Chenu. Bonjour monsieur. Est-ce que vous souscrivez à cette censure alors que vous-même vous êtes un électeur du Rassemblement national? Oui, tout à fait. Je souscris. Elle aurait pu même venir plus vite, mais ce qui montre d'ailleurs la bonne foi du Rassemblement national qui a voulu laisser sa chance à Michel Barnier. Ils n'ont pas été idéologues, ils ont laissé pour voir. Et puis voilà. Et moi, si vous voulez, je suis en colère contre Monsieur Retailleau. Monsieur Retailleau nous fait de la politique politicienne à la petite semaine pour essayer de récupérer des électeurs RN en disant que le RN est soumis à Monsieur Mélenchon, alors que tout le monde sait que tout ça est inexistant. Et là, je dis, les masques tombent. Monsieur Retailleau n'est pas au niveau, comme Monsieur Wauquiez, quand on entend ces discours qui sont pas dignes d'un homme politique pour diriger la France. Au moins, Monsieur Bardella ou Mme Le Pen est clair, Monsieur Chenu également. Et là, je dis vraiment, les LR sont pas à leur niveau. Voilà. Mais voilà si vous me permettez, Serge, il y avait déjà négociation, c'est-à-dire que Michel Barnier avait lâché plusieurs choses, comme on le dit. Il avait lâché sur l'électricité, il avait lâché sur des demandes de Rassemblement national. La seule chose sur laquelle il n'a pas lâché, c'était l'indexation des retraites. Est-ce que vous trouvez, il parlait d'ailleurs hier soir de surenchère, et s'il ne voulait pas prononcer le mot chantage, ça y ressemblait fortement. Vous n'analysez pas les choses de cette manière-là ? Non, pas du tout, parce que les retraités, ça touche quand même beaucoup de monde, et c'est une faute même politique de la part de Monsieur Barnier de ne pas avoir lâché ça. Il aurait pu voir d'ailleurs jusqu'où allait le Rassemblement national s'il y avait eu quelque autre chose derrière. Et là, peut-être que finalement, il aurait mis Marine Le Pen au pied du mur et elle n'aurait pas voté la censure. Tout à l'heure, vous disiez que la bourgeoisie était peut-être inquiète parce que le gouvernement, le RN censure ça. Mais la bourgeoisie, d'abord, ce qu'elle veut de droite, c'est de la sécurité. Elle veut pouvoir se balader dans les rues et que leurs enfants se baladent tranquillement. Et aussi, c'est sûr, par rapport à l'économie. Et là, par rapport à l'économie, peut-être qu'elle se fait du souci, mais ça va pas durer longtemps. Vous savez, Madame Meloni, tout le monde se faisait du souci en Italie. Maintenant, elle est idolâtrée. Voilà. Donc, Sébastien Chenu est avec nous et vous êtes sur Europe 1 et je rappelle qu'il est député du Rassemblement national. Alors, au-delà des arguments qui sont mis en place, moi je connais un peu les hommes et c'est bien normal, il y a toujours des rapports humains, la patte humaine, ça existe. Est-ce que Madame Le Pen a le sentiment d'avoir été maltraitée, humiliée, pourquoi pas, par Michel Barnier ? Non, mais Marine Le Pen se fait une très haute idée de ce qu'est la politique et du message politique qu'elle porte au nom des millions d'électeurs, des 11 millions d'électeurs qui lui ont fait confiance. Et en cela, elle a raison. C'est-à-dire que nous avons été élus pour défendre des idées. Alors peut-être que les autres ont été élus pour défendre leur gueule, pour défendre leur poste, pour défendre... C'est pas ma question. Est-ce que dans le rapport humain... Mais si, c'est-à-dire que nous considérons que les idées que nous portons, sur lesquelles nous avons été élus, elles doivent être respectées. C'est pas parce qu'on va nous inviter avec des petits fours qu'on va nous faire changer d'avis. Non, mais c'est pas ça. Mais quand je dis écouter, respecter, c'est que on me dit que Michel Barnier n'a pas reçu Madame Le Pen avant, c'était il y a 8 jours la première fois, et le Premier ministre fait dire qu'il y a eu 3 rendez-vous de proposés et que Madame Le Pen n'est pas venue. Non, nous sommes venus à chaque fois, nous avons fait des propositions à chaque fois. La dernière fois que le Premier ministre a vu Marine Le Pen, c'était pour lui dire ce n'est pas un rendez-vous de négociation. Donc la porte était fermée finalement au moment où elle a été ouverte. Donc si vous voulez, Marine Le Pen arrive avec... Et on a fait des pas. On a renoncé à demander la suppression des 1,5 million de charges supplémentaires pour les entreprises. On a dit, puisque les milieux économiques acceptent qu'on les taxe davantage, puisque leurs représentants... Donc il n'y a pas eu de suicide humain, il n'y a pas de différence, il n'y a pas un rapport humain qui n'a pas fonctionné. Mais si, on n'est que sur le fond. Non mais, Monsieur Praud, on n'est que sur le fond. Depuis le début, Michel Barnier
pense que nous faisons de la politique comme lui, c'est-à-dire qu'on dit des choses et on fait l'inverse. Il pense que lorsqu'on dit on va vous censurer, on ne le fera pas. Si, à la différence de lui et de toute cette classe politique depuis des années, lorsqu'on dit quelque chose, on le fait. Donc on lui a dit, Monsieur Barnier, on est attaché à ce que les retraites ne soient pas désindexées, parce que les retraités qui gagnent plus de 1400 euros de retraite, c'est quand même pas beaucoup, 1400 euros de retraite, vont être très fortement impactés. Donc on les défend. Il a dit, oui, elle dit ça, et puis finalement elle ne le fera pas. Bah si, on lui a dit à Monsieur Barnier. Bon. Donc, et on a fait des pas en avant, je viens de vous en citer un. Le problème, c'est que à penser qu'on leur ressemble, à penser à notre place, ils se mettent deux doigts dans l'œil, on ne leur ressemble pas. Vous l'aviez connu, Monsieur Barnier, parce que vous venez de l'UMP ? Non, je l'ai jamais rencontré. Et à l'époque, il était également à l'UMP, vous étiez dans le même Oui, parti. mais il a toujours été du courant un peu libéral et européiste. Moi, j'ai jamais été dans ce courant-là. On peut se rencontrer quand même quand on est dans le même parti. On peut se rencontrer quand même, mais ça n'était pas le cas. Bon, il est 11h26. Je remercie Sébastien Chenu. Il va encore rester quelques secondes avec nous. Après la pause, on se dira au revoir. Je crois que Monsieur Bellamy sera là également au téléphone. Monsieur Tessier. Dans 15 minutes. Et puis c'est mercredi, donc c'est toujours une journée particulière le mercredi, puisque vers 12h, chacun sait que c'est un événement important. Vous savez ce qui se passe à 12h, Monsieur Chenu ? Non, mais je vais le découvrir. Ça bascule. Oh, y a Ça pas bascule, que ça. ça bascule. C'est-à-dire qu'on passe d'une partie de la semaine à l'autre, le mercredi à 12h. Ah oui, c'est vrai. Et on se dirige vers le week-end. Et ça change. Ça change tout. Ça change tout. Je crois que quand ça bascule, ça change tout. Je crois que exactement, c'est la leçon de la journée. Ça change tout. À tout de suite. Pascal Praud sur Europe 1. On a écouté des réactions à droite. Je vous propose d'écouter quelques réactions à gauche avant cette motion de censure. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, il était ce matin sur BFM. Je l'ai même trouvé assez pathétique, pour tout vous dire. Dans cette manière de manifestement vouloir s'accrocher finalement à ce poste de Premier ministre dont il disait que ce n'était pas forcément lui qui l'avait voulu, mais qu'il répondait à une espèce de mission, y compris jusque dans des appels, j'ai même vu sur Twitter, quasiment au RN sur des valeurs qu'on suppose communes pour dire au RN de ne pas voter notre motion. Donc il y a quelque chose qui... j'allais dire, où il montre à nouveau une faiblesse. J'ai vu Monsieur Barnier, finalement, en homme de droite, peu conciliant. Et puis Boris Vallaud, député socialiste, il était ce matin sur France 2. À partir du moment où nous déposons une motion de censure de gauche, c'est que nous revendiquons l'exercice du pouvoir. Oui. Nous savons aussi, comme nous l'avons dit dès le 12 juillet en écrivant à nos homologues, que nous n'avons pas de majorité claire et qu'il nous faudra faire des compromis projet par projet. C'est ça que j'appelle un accord de non-censure. Et donc, monsieur Boris Vallaud demande l'exercice du pouvoir. Mais Boris Vallaud, vous le censurez immédiatement. Donc, oui, ça n'a le pas sketch de la gauche est insupportable. Enfin, ils n'ont pas de majorité. Ils ruineraient le pays en 2 secondes. Censure immédiate de notre part de tout Premier ministre venant des rangs de la gauche. Bon, Christophe est là et c'est le deuxième auditeur. Voulait vous interroger. Bonjour Christophe, est-ce que vous êtes un électeur du Rassemblement national ? Ben oui, jusqu'à présent, oui. Et là, je dois avouer que je suis très déçu par la décision pour une raison très simple. C'est que j'apprécie bien tous vos interlocuteurs habituels du RN. Mais là, à mon avis, ils font une grossière erreur parce que la façon dont est écrite cette motion de censure en traînant le RN dans la boue, je ne comprends pas que les députés du Rassemblement national vont valider cette motion de censure. Il y avait vraiment autre chose à faire, d'autant pour finir que je trouve qu'on a un gouvernement qui n'est pas si mal que ça et que le ministre de l'Intérieur fait du bon boulot. Donc qu'est-ce qu'on va devenir à cause de cette motion ? Et là, je vous en veux un peu, et à tel point que je n'ai même plus envie de voter RN la prochaine fois. Voilà ce que je voulais dire. Sébastien Chenu. Bon, bonjour monsieur. C'est un piège. Enfin, il suffit de le voir de façon très claire que tend la gauche. La gauche se rend odieuse en écrivant une motion de censure absolument insupportable pour le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voudraient. Leur rêve, c'est que on ne vote pas cette motion de censure pour ensuite pouvoir dire regardez, le Rassemblement national a sauvé la tête de Barnier et de Macron. C'est ça ce dont ils rêvent. Ça les ennuie qu'on vote leur motion de censure. Eux ne votent pas la nôtre. Le texte, en réalité, il va à la poubelle dès une fois que la motion est votée. C'est pas un texte d'accord, il n'y a pas un accord politique, c'est pas un programme politique, c'est rien du tout. Donc ils se rendent odieux en espérant qu'on ne vote pas pour pouvoir ensuite nous dénoncer comme ceux qui ont sauvé, comme l'ont fait pendant des années LR, qui ont sauvé les gouvernements Macron. Donc voilà quel est le piège. Christophe, est-ce que vous êtes sensible à cet argument du piège et qu'effectivement ce budget fragiliserait notamment les plus fragiles pour le coup, et puis pourquoi pas la France, et qu'à
qu'après, le Rassemblement national pourrait être tenu comme responsable de ça parce qu'il aurait sauvé la tête de Michel Barnier. Est-ce que ça, c'est un argument qui vous touche ou est-ce que vous trouvez que c'est une construction intellectuelle ? Voilà, c'est une construction intellectuelle. Je n'ai pas la même grille de lecture et je me permets de vous dire qu'il y a beaucoup de gens de base comme moi qui vont percevoir très très mal ce positionnement. Moi, je ne le comprends pas et je suis un peu fâché après Marine Le Pen, Jordan Bardella et consorts. Parce que là, à mon avis, la France est dans une situation absolument dramatique. Et pour moi, entre un budget à valider maintenant tel qu'il est, avec les défauts que nous connaissons, et une motion de censure, je trouve que là, il y a un grand écart. Mais vous savez, la censure, elle est votée, mais après-demain, il peut y avoir un Premier ministre, ça peut même être Bruno Retailleau. Tout ça peut être oublié dans les 10 jours également. C'est-à-dire que s'il y a un autre Premier ministre, en gros, avec le même positionnement politique et sans doute avec la même équipe gouvernementale, ça peut être oublié assez vite. Mais en revanche, la vraie question que vous posez, là, je vais la poser aussi à Sébastien Chenu, parce que les premiers sondages sortent, et il semble que la stratégie de Marine Le Pen, est-ce qu'elle est vraiment bonne ? Elle perd 2 points dans un sondage pour le Figaro Magazine, et c'est Karl Meus qui a mis cela sur son compte Twitter il y a quelques minutes. Elle perd 2 points à 37%, notamment chez les sans opinion, et dans son camp, elle perd 5 points à 76% d'opinion favorable, et elle entraîne dans sa baisse Jordan Bardella qui perd 3 points et 4 points chez les sympathisants, et donc 3 points dans l'ensemble de la population, parce qu'il est à 37%. Il semble que, alors je prends ça évidemment avec des précautions oratoires qu'il faut, il semble quand même qu'elle perde, ce qui m'étonnerait pas qu'elle perde un petit peu, forcément, puisque c'est une décision forte. Donc tu ne peux pas rallier tous les sympathisants du Rassemblement national. Mais nous, on fait de la politique sur des idées. Est-ce que ce projet de budget réduit la dette ? Non. Est-ce que ce projet de budget tient le déficit ? Non. Est-ce que ce projet de budget, c'est des impôts supplémentaires ? Oui. Est-ce que ce projet de budget fait baisser les retraites ? Oui. Est-ce que ce projet de budget fait des économies dans le train de vie de l'État ? Non. Donc, est-ce que ce projet de budget a des effets récessifs ? Non, mais j'entends bien, mais bon, c'est pas ce dont je vous parle. Moi, je vous parle du fond. C'est-à-dire que là, mais oui, le fond, d'accord, mais les électeurs, certains peuvent décrocher. Mais bien sûr que je comprends les questions. Mais nous considérons que ce projet de budget, il est nocif pour les Français. Et quand demain, les effets récessifs vont se sentir fortement, quand les gens vont dire « Ah bah dites donc, nos retraites ont baissé, on paye plus d'impôts, les usines ferment, et on aurait laissé faire ça ». Moi, je pense qu'il y a urgence à empêcher que la Macronie, Michel Barnier et l'équipe actuellement en place adoptent un tel budget. Celui de l'année dernière, qui va s'appliquer, était finalement moins cruel pour les Français que celui-ci. À la différence quand même qu'on creuse encore les déficits et qu'un jour, à force de creuser les déficits, il n'y aura plus d'argent dans la caisse. Mais parce qu'on est toujours dans la même logique. Je vais vous remercier, monsieur. Merci, monsieur. Quel est votre planning là, d'ici 16h ? Vous allez être en réunion avec le Rassemblement national ? On va se voir, on va aller, et puis à partir de 16h, on va écouter les arguments des principaux partis politiques. Là, vous serez tous en séance. Oui, on sera tous en séance. Écoutez, nous suivrons ça avec. Et ça bascule donc. Alors ça bascule. Ça bascule dans 20 minutes. Si vous êtes devenu un accro du ça bascule, alors je le dis, je suis obligé, Monsieur Guénec, de le rappeler parce qu'il y a des gens qui se demandent de quoi on parle. On va alors encore évidemment, le rappeler, mais je suis obligé de le rappeler parce qu'autrement. Oui, je radote. Ça fait 50 ans que je radote. C'est devenu un gimmick dans l'émission. Pourquoi ? Parce que quand j'étais jeune journaliste à TF1, j'allais à la cantine et je tombais sur un type chaque mercredi. Je lui disais ça va, Patrick ? Oui, ça bascule. Bon. Et on était mercredi. Et depuis, vous savez, à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, du coup, il n'oublie plus le ça bascule. Il l'intègre. Oui. Du coup, vous ? Ah oui, c'est vrai. C'est de ce fait. Vous avez raison. Non, mais c'est vrai que allez, je me bats dans ma ma famille avec le du coup. Allez, du coup, grave, genre. Ça, si on du coup, ça bascule grave. Oui. Pas mal. Genre, du coup, ça bascule grave. Voilà. Genre, je vous assure, genre, ça, c'est pas possible. C'est une vulgarité. Non, je dirais, vous trouvez que c'est vulgaire ? C'est ordinaire, c'est pas très beau. Mais oui, non, je suis d'accord avec vous. On a une belle langue. Je suis d'accord, mais c'est une belle langue, genre. C'est une béquille que se donnent notamment les plus jeunes. Non, pas que les jeunes. Ah bon ? Il y a des tas de gens plus âgés qui s'expriment très mal et qui disent genre pour faire jeune.
Ah bon oui. Mais Pour c'est faire stylé, Voilà. genre. Est-ce que vous pouvez vous taire, Guénègue? J'arrête. On va avoir le cadeau. Et on peut À avoir un midi. petit indice pour le cadeau ou pas? Ça réchauffe les cœurs. Voilà, monsieur, ça réchauffe les cœurs. Vous savez ce que c'est? Je sais ce que c'est. Ça réchauffe les cœurs. C'est très fort. Alors aujourd'hui, mais Ça réchauffe ça les va appeler cœurs. comme Jean, ça jamais. fait du bien. Tout à fait. Vous pouvez monter sur scène si vous voulez, monsieur Chaudy. Parce que je vois que vous recevez Si Patrick vous voulez, Sébastien si- ou que Ah vous faites la Patrick, publicité de son livre. il va être là dans une seconde, Patrick Sébastien. Est-ce que monsieur Bellamy est déjà là? On l'appelle? On l'appelle. On l'appelle Bellamy. Est-ce que vous avez lu Bellamy les uns et les autres? Bien Parce que- sûr, oui. Ben voilà. J'ai kiffé grave. Oh. Écoutez, voilà pour Noël, lisez un merveilleux roman de Maupassant qui s'appelle Bellamy. Est-ce que vous savez comment s'appelle le héros de Bellamy? Allez-y. Georges Duroy. C'est vrai? Mais bien sûr, Georges Duroy. Et il y avait une très belle adaptation avec Jacques Weber il y a 30 ou 40 ans. C'est un très bon roman, Bellamy. C'est quelqu'un qui, pour nous journalistes, c'est quelqu'un qui arrive à Paris, quoi, qui est à Paris et qui va faire carrière dans le journalisme et qui finit par se marier à la Madeleine. Et c'est vraiment, c'est facile. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Non, mais d'accord, mais je le mettrai pas en cadeau à midi quand même. Hein. Excusez-moi. Bellamy. Eh ben, on va voir monsieur Bellamy, mais là, ça s'écrit dans le même mot avec un Y. À tout de suite.